Bonjour Monsieur Thomas Porte. Bonjour. Bienvenue dans le média Aloha News. Aujourd'hui, on va parler. Vous êtes membre de la France Insoumise. Vous êtes député aussi à la 3e circonscription à Seine-Saint-Denis. Quelle est la situation actuelle en France? Elle est explosive et elle fait état d'un résultat aux élections législatives qui n'a pas été respecté par le président de la République. Il nie le vote de millions de personnes qui se sont exprimées massivement. Moi, je suis élu en Seine-Saint-Denis, vous l'avez dit, j'ai des gens qui sont venus pour la première fois aux urnes voter, qui ne votaient plus depuis des années parce qu'ils considéraient que la politique c'était pas pour eux, que ça les concernait pas, que quel que soit le résultat, finalement, les politiques étaient les mêmes, puisqu'on a eu Nicolas Sarkozy, on a eu François Hollande et on a eu Emmanuel Macron, et les politiques ont été toujours dans le même sens, à destination des plus riches, et rien pour la majorité du peuple français. Nous, on a fait un travail très fort de conviction et de terrain pour dire aux gens, vous avez une arme qui permet de changer les choses, c'est un bulletin de vote. Vous êtes majoritaire dans le pays, peuple français, si vous vous mobilisez pour un programme de rupture. Les gens sont venus, nous ont placé en tête au soir des élections législatives, de manière absolument criante. Il n'y a pas de majorité absolue, mais il y a une majorité relative. La même majorité relative qu'avait Emmanuel Macron aux élections de 2022. Et normalement, l'usage fait que le président de la République appelle ce groupe politique à gouverner. C'est la première fois depuis 147 ans, depuis 1877, que le président de la République ne nomme pas un Premier ministre issu du groupe politique majoritaire au soir des élections. Donc c'est un danger, c'est un coup d'État institutionnel, c'est un braquage sur le vote de millions de personnes. Et c'est un danger pour le pays parce que quand la colère sociale, écologique, elle s'exprime pas de manière démocratique, ou en tout cas elle s'exprime, mais elle n'est pas respectée, les gens après ils vont utiliser d'autres voies pour exprimer leur colère. Il y a les mobilisations, il y a les urnes. On a tous connu en France le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement très dur, de révolte populaire spontanée. Et aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de canaliser la colère populaire pour qu'elle s'exprime pacifiquement dans les urnes, qu'elle ait des débouchés politiques. Mais on est face à un président qui nie le résultat d'une élection, qui est extrêmement préoccupant pour l'avenir du pays. Vous avez dit que finalement, les gens n'ont pas été entendus, même si ils se sont rendus aux urnes. Ils se posent des questions maintenant sur l'efficacité des urnes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que des forces politiques ont aussi cette réflexion, c'est-à-dire de passer par des voies institutionnelles qui finalement pose problème, puisque la décision appartient au président et qui n'a pas finalement, selon vous, écouté les Français. Le fait que les gens s'interrogent sur l'efficacité du vote, elle est légitime, puisqu'encore une fois, ils sont allés voter pour un programme et on va leur dire, vous avez voté pour la retraite à 60 ans, vous avez voté pour plus de services publics, vous avez voté pour la reconnaissance de l'État de Palestine, et finalement, on va avoir un programme où on a un Premier ministre qui nous dit, il faut la retraite à 65 ans, il faut moins d'argent pour les services publics, il faut surtout pas augmenter les salaires dans un pays où les gens sont en souffrance. Donc oui, l'interrogation, elle est légitime. Après, nous, on est des élus, on est des représentants politiques, et notre objectif, c'est de changer le système via aujourd'hui les voies institutionnelles qui existent. C'est pour ça qu'on considère qu'elles sont viciées quelque part, et qu'on est arrivé au bout du système. On l'a déjà touché du doigt depuis 2022 avec une majorité relative pour Emmanuel Macron, une réforme des retraites dont personne ne voulait, qui a été passée par 49-3 sans vote à l'Assemblée nationale, une loi raciste sur l'immigration votée avec les voix du Rassemblement national. Il y a eu, je crois, une vingtaine de 49.3 utilisés par le gouvernement sur le budget à l'Assemblée nationale. Donc c'était déjà bloqué. Et là, on est arrivé sur un blocage qui est insurmontable. Donc effectivement, il faut trouver une voie démocratique, il faut trouver une sortie à la 5e République. C'est pour ça qu'on propose la 6e. Mais c'est aussi pour ça qu'on est engagé sur l'appel aux mobilisations sociales. Parce que Emmanuel Macron, il faut pas qu'il oublie que dans ce pays et en France, singulièrement, les rois, ça a toujours très mal fini pour eux. Et leur régime a toujours été abattu par le peuple. Il n'y a qu'un seul souverain dans le pays français, c'est le peuple. Donc il faut qu'il se mobilise dans la rue. Il peut signer des pétitions. Il y a différentes formes d'organisation collective qui permettent de mettre la pression sur le chef de l'État. Et nous, on invite tout le monde à investir toutes ces formes de mobilisation différentes, parce qu'il faut mettre la pression à l'Assemblée, il faut la mettre dans la rue, il faut la mettre dans les institutions, il faut peser sur le chef de l'État pour lui dire aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous devez rendre le pouvoir et vous devez partir. Plus personne de votre politique. Vous êtes battu, vous avez perdu quasiment 250 députés depuis 2017. Macron, en 2017, c'était 450 députés. On est passé à 300 en 2022. Aujourd'hui, on a encore moins. Donc, chaque fois, la Macronie, elle perd. Et finalement, rien ne change. Et aujourd'hui, il faut faire bouger les choses. Et encore une fois, il y a une mobilisation qui se construit dans les prochains jours à Paris. Il y aura une grande manifestation nationale pour appeler à la destitution du président de la République. Et j'espère que nous serons des millions dans la rue pour lui dire maintenant ça suffit. Vous faites partie d'une des forces politiques en France qui plaide pour la reconnaissance d'un État palestinien. J'ai remarqué que, par exemple, certains journalistes avaient des réticences de faire valoir des décisions
de la Cour pénale internationale. Ça pose quand même des questions. C'est quoi vous qui êtes un peu dans les mains dans le cambouis, on peut dire ça comme ça. Comment vous voyez un peu ces situations et est-ce que nos interrogations d'ici méritent d'être posées? Vous n'êtes pas les seuls à vous interroger sur le traitement médiatique de la situation palestinienne en France. Les représentants politiques et le député que je suis se posent la question, puisque je fais partie de ceux, et on est nombreux, qui militent pour la reconnaissance d'un État palestinien, pour le cessez-le-feu, pour la fin du génocide à Gaza. Et on a un silence médiatique en France qui est assourdissant. Mais c'est intéressant de regarder ça parce que le silence, il fait partie du bruit médiatique. Et le fait de ne pas parler d'une chose, de parler d'autre chose, c'est organiser l'invisibilité de la question palestinienne. Il y a un collectif de journalistes qui a travaillé sur les journaux télévisés et la transcription de ce qui se passe à Gaza dans les journaux télévisés selon le nombre d'heures de diffusion et le temps consacré à Gaza. C'est du 4 au 15 février. Il y a eu 46 JT de TF1 et France 2 le soir et ce qu'on appelle le 13h. Ça fait à peu près 30 heures d'antenne. Il y a eu 5 minutes sur la question gazaoui. 5 minutes pour parler de Gaza. Le 10 et 11 janvier, quand il y a eu la Cour internationale de justice, où l'Afrique du Sud est allée plaider pour assigner Israël, 0 minute sur les JT de TF1, France 2 et M6. En parallèle, on a eu Benjamin Netanyahou qui a été accueilli sur LCI pendant 45 minutes. De manière récurrente, on a des ministres israéliens qui sont invités notamment sur CNews. On a le porte-parole de Tzahal qui vient parler sur BFM, sur LCI, sur CNews. On a des propagandistes, en tout cas des gens qui relaient l'idée qu'il faudrait massacrer tous les Gazaouis qui sont invités sur les plateaux télé. Et on a une invisibilité des Palestiniens qui n'existe pas de nom, pas d'image, pas d'histoire personnelle. Est-ce qu'on a parlé des gens qui sont assassinés dans les écoles? Est-ce qu'on a parlé des humanitaires qui meurent? Est-ce qu'on parle des journalistes palestiniens? Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup insisté, sur la question des journalistes. On a eu, pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, un journaliste qui a été tué en Ukraine suite à des frappes de la Russie. Et donc, on a eu légitimement des journalistes français qui ont pris la parole pour dénoncer que un de leurs confrères qui a été tué dans une zone de guerre, c'était pas acceptable et que les journalistes devaient être protégés parce qu'il y avait le droit à l'information. Il n'y a pas eu un journaliste français qui est venu sur un plateau télé dire qu'aujourd'hui on avait 130 journalistes palestiniens qui ont été assassinés par l'armée israélienne. Pas un. Donc c'est sidérant, c'est surprenant parce que la question palestinienne en France, c'est une question qui est quand même centrale. On en parle depuis des années et il y a des très fortes mobilisations. Des parlementaires comme moi, on n'a pas entendu le 7 octobre pour défendre le peuple palestinien. Et elle est ancrée dans la société française. On a toujours débattu de ces questions-là et on n'a pas eu souvent une couverture médiatique d'un tel niveau. Mais ça va de pair avec la diplomatie française qui a glissé sur une ligne qui n'était pas celle d'avant, où aujourd'hui elle est en deçà de ce qu'elle faisait avant, où elle avait une voix singulière. Aujourd'hui, elle est alignée sur les voix américaines, sur les voix britanniques, qui se mettent aux côtés de l'État israélien. La France n'a pas pris une seule sanction, on en parlera tout à l'heure, sur l'État israélien. Je regardais tout à l'heure le compte Twitter de la diplomatie française qui condamnait la frappe qu'il y a eu sur une école avec des réfugiés dans la bande de Gaza avant-hier avec 19 morts. Mais la France, elle fait des tweets pour condamner. Elle continue de livrer des armes. Elle ne prend pas des sanctions économiques. Elle ne demande pas la fin de l'accord d'association. Elle ne fait rien. C'est des mots et aucun acte. Donc la couverture médiatique, vous avez raison de l'interroger, mais c'est une stratégie qui vise à faire en sorte de les invisibiliser pour faire, entre guillemets, dessiner le fait que ces gens ne sont pas humains ou ne font pas partie de l'humanité, donc pourraient être soumis à des traitements qui ne respectent pas le droit international sans que cela pose problème. Donc c'est un véritable sujet. C'est pour ça que nous, on continue à toujours parler de la question palestinienne. On a échangé aujourd'hui avec des ministres palestiniens qui venaient de Cisjordanie. On les a reçus aussi hier à l'Assemblée. Et à chaque fois qu'on rencontre des Palestiniens et des Palestiniens, ils nous disent un message très fort. Au-delà de nous remercier et des combats qu'on mène, c'est de continuer à parler de ce qui se passe. Parce que sinon, aujourd'hui, il n'y a plus de débat à la télé. Moi, je suis invité sur les plateaux de télé, mais je suis jamais invité pour parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Jamais pour parler de la Cour internationale de justice. Jamais pour parler des mandats d'arrêt internationaux demandés par le procureur contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Jamais. Comme si il y avait une normalisation du génocide dans la bande de Gaza qui aujourd'hui se déploie dans la Cisjordanie avec des images absolument affreuses. Donc, la question médiatique, elle participe aujourd'hui en France à faire en sorte qu'il y ait une chape de plomb sur la question palestinienne, comme si on n'avait pas le droit d'en parler, parce qu'il y a aussi derrière, dès que vous prenez la parole sur ce sujet, dès que vous prenez des positions, des accusations,
des qualifications d'antisémitisme. Mathilde Panot, la présidente de mon groupe, et Rima Hassan, députée européenne, ont été assignées en justice pour apologie du terrorisme. Donc, il y a à la fois une chape de plomb médiatique qui est organisée pour ne pas en parler, et quand vous voulez percer cette chape de plomb médiatique, ce qui est déjà difficile, il y a derrière des sanctions qui tombent. Donc, c'est une volonté de faire taire toutes celles et ceux qui portent simplement la voix de la paix, en fait. Quel est l'intérêt? Vous avez cité Rima Hassan, etc., qui ont été accusées d'antisémitisme. Non seulement elles sont accusées d'antisémitisme par certains hommes politiques, mais aussi par des espèces d'intellectuels sur les plateaux, etc., etc. Et là, ça pose énormément de questions. Je me dis, mais quel est l'intérêt? Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on a des gens comme Bernard-Henri Lévy qui sont invités, la dernière fois, c'était sur BFM pendant 45 minutes pour donner son avis sur ce qui se passait dans la bande de Gaza. Mais quelle est la compétence de Bernard-Henri Lévy pour parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza? On a des éditorialistes qui donnent leur avis sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, qui n'ont jamais mis les pieds dans un arrondissement de Paris qui est autre que celui qui a un numéro, par exemple. Donc l'intérêt, je sais pas, il faudrait leur poser la question. Mais en tout cas, effectivement, moi je fais une différence entre les journalistes, en tout cas les éditorialistes et ceux qui sont sur les plateaux télé, et ceux qui sont sur le terrain au quotidien, qui continuent à faire un travail. On a quand même des quotidiens en France. On a l'Humanité, on a Politis, on a un certain nombre de Mediapart. Qui subissent des critiques aussi. Qui subissent des critiques, mais qui font un travail journalistique et qui continuent malgré tout d'en parler. Mais en tout cas, la grosse sphère médiatique et les chaînes de grandes écoutes, elles n'en parlent pas. Mais je crois que pire que de pas en parler, c'est qu'elles ont un regard qu'elles organisent de manière biaisée sur ce qui se passe, où elles donnent la parole à des gens qui viennent dire de manière très claire à la télé que finalement il n'y a pas d'innocents dans la bande de Gaza, que tous les Palestiniens méritent d'être massacrés. Enfin, on a quand même des discours qui sont de l'apologie du génocide aujourd'hui à la télé, et notamment sur une chaîne qui est tenue par Vincent Bolloré, sans que cela ne dérange personne. Alors que nous, il suffit qu'on dit il faut un cessez-le-feu, il faut reconnaître l'État de Palestine, on est montré du doigt. Donc il y a un traitement médiatique qui interroge. Moi, j'ai pas de réponse à savoir pourquoi les journalistes aujourd'hui se comportent de cette manière. Je considère qu'il y en a certains qui sont alignés sur les positions du gouvernement israélien, parce que les éléments de langage qui sont ressortis sur les plateaux télé sont quasiment ceux copier-coller des communiqués de presse de l'armée israélienne, et les éléments sont repris sans être traités. Mais effectivement, ça interroge, parce qu'on a besoin dans un pays d'avoir un accès à l'information qui soit, je demande pas que nos éléments de langage et nos prises de position soient la ligne éditoriale de BFM, c'est pas ça. Mais ce qu'on attend d'un média, c'est que, à défaut d'être neutre, il soit au moins impartial dans le traitement de l'information et dans ce qu'il retranscrit pour que ses auditeurs et ses auditrices puissent s'informer de manière correcte. En ce qui concerne la France, pour quelle raison, en fait, elle ne reconnaît toujours pas l'État palestinien? Je me souviens, lorsque l'Espagne a reconnu l'État palestinien, il me semble qu'Emmanuel Macron avait dit les gars, c'est pas le moment là, sans fixer une certaine date, une prévision, etc. Donc du coup, pour quelle raison la France ne reconnaît pas l'État palestinien, alors que beaucoup d'organisations auxquelles on donne du crédit sont en train de tirer la sonnette d'alarme? Ça fait 10 ans qu'il n'est pas l'heure de reconnaître l'État de Palestine en France, parce que pour les gens qui nous regardent et qui savent peut-être pas, le Sénat et l'Assemblée nationale en France ont voté il y a 10 ans. Les parlementaires français ont voté il y a 10 ans la reconnaissance de l'État palestinien. C'est voté. Donc il suffit aujourd'hui au président de la République de dire « je mets en œuvre le vote d'il y a 10 ans par les parlementaires français ». Et Emmanuel Macron a beau jeu de dire que ce n'est pas le moment. Moi, j'ai souvent eu cette formule. Faudra-t-il qu'il n'y ait plus un ou une Palestinienne vivante dans la bande de Gaza, à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie pour que la France reconnaisse l'État de Palestine? Quel est le bon moment? Quand on a 40 000 morts, qu'on a 90 000 blessés, qu'on a des humanitaires, des gens qui sont assassinés à longueur de journée, qu'on voit tous les jours sur nos téléphones, ces images horribles d'enfants qui sont déchiquetés dans les écoles. Quel est le moment? Quel est le moment? Je crois qu'il y a eu des États qui ont eu le courage de reconnaître l'État de Palestine, et aujourd'hui, c'est une volonté politique française de ne pas le reconnaître. Et Emmanuel Macron fait le choix politique de ne pas reconnaître l'État palestinien, ce qui est une faute profonde, parce que c'est à rebours de la position historique de la France. Dominique de Villepin était ce matin invité sur une radio de grande écoute, et il a eu des mots très forts pour dénoncer ce que fait la France, alors qu'elle aurait un rôle à jouer et une voix. Et d'ailleurs, on entend beaucoup, notamment dans le Moyen-Orient, des gens qui sont très déçus par la position de la France, puisqu'historiquement, elle était aux côtés du peuple palestinien. Elle s'est toujours engagée dans les processus de paix. Elle a toujours mené des politiques pour faire en sorte que les Palestiniens puissent vivre dignement, pour que l'État de Palestine soit reconnu. Je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'Emmanuel Macron sorte des postures pour reconnaître officiellement l'État de Palestine. Et j'insiste sur une chose, il y a une différence entre la position du président français, de quelques-uns de ses soutiens, et la majorité du peuple français. Qu'il soit de droite ou de gauche,
Si vous demandez aujourd'hui majoritairement au peuple français s'ils sont favorables, oui ou non, à la reconnaissance de l'État palestinien, la reconnaissance de l'État palestinien est majoritaire chez les gens. Si vous leur demandez oui ou non, est-ce qu'il faut que ça s'arrête, ce qui se passe dans la bande de Gaza, majoritairement, les gens disent oui, il faut que ça s'arrête parce que ce sont des humains et qu'ils sont comme nous choqués tous les matins parce que malgré tout, et heureusement que les réseaux sociaux existent dans ce moment-là parce que les images, elles sont pas diffusées à la télé, mais on les voit sur nos téléphones, on les voit sur des médias alternatifs, on les voit sur des gens qui continuent dans la bande de Gaza au péril de leur vie, à continuer à diffuser, à nous informer, à nous alerter. Et ces images-là, elles ont un impact très fort sur l'opinion française, sur le peuple français qui est mobilisé depuis plusieurs mois maintenant. Pour revenir à l'actualité, l'antisémitisme, on peut remarquer qu'il explose également. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène? D'abord, il faut être très ferme et condamner de manière absolument totale l'antisémitisme et toutes celles et ceux qui se livrent à des actes antisémites et les condamner et dire que nous sommes à côté de toutes les personnes qui subissent des actes antisémites, des actes racistes, toutes celles et ceux qui sont attaqués pour leurs convictions religieuses, leur orientation sexuelle, leur couleur de peau. Il faut être à leur côté et être intransigeant. Mais je crois qu'il y a aussi une responsabilité. Il y a des gens qui se saisissent du conflit israélo-palestinien pour essentialiser cette question et en faire un conflit de religion et qui mêlent ce qui est un conflit politique, une question de droit international, des questions religieuses. Ces gens-là sont responsables de la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Parce qu'ils font croire que les citoyens des confessions juives françaises seraient responsables de ce qui se passe dans la bande de Gaza et seraient responsables des comportements de l'armée israélienne. C'est pas vrai. Les concitoyens français qui sont de confession juive, ils sont pas responsables de ce que fait l'armée israélienne. Ils y sont pour rien. Et faire croire ça en utilisant la question de la religion de la part de ceux qui défendent le génocide à Gaza est très dangereux. Parce qu'ils créent un sentiment de tension en faisant croire qu'il y a un lien entre ce que fait l'armée israélienne et une religion. Et donc notre responsabilité, nous, c'est de replacer ce conflit-là sur le terrain politique. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là sur des questions religieuses. Nous, ce qu'on combat, c'est un gouvernement d'extrême droite suprémaciste, raciste en Israël. Nous, notre point d'appui, c'est le droit international. C'est les résolutions de l'ONU. C'est le fait de l'arrêt de la colonisation et de l'apartheid. Donc la première responsabilité de la montée de l'antisémitisme, c'est les gens qui se servent pour des questions politiciennes, qui servent leur agenda, et qui essentialisent le conflit et qui le transfèrent ou qui tentent de le transférer sur un terrain religieux. On a vu tout le débat sur antisémitisme et antisionisme, où en France, on a une certaine partie de la classe politique qui voudrait poursuivre en justice et faire de l'antisionisme un délit. L'antisionisme, c'est une pensée politique. On n'est pas obligé de la partager, évidemment. Mais on a aujourd'hui le droit en France de dénoncer ce que fait le gouvernement israélien. On a le droit d'avoir des positions antisionistes sans être qualifié d'antisémite. D'ailleurs, il suffit de regarder les expressions des parlementaires de toute la France insoumise, de tous ces militants. Pas un ne fait référence à la question religieuse. Tous se réfèrent au droit international. Il y a d'ailleurs beaucoup de militants de confession juive, que ce soit des collectifs, etc., qui se mobilisent dans cette question et qui veulent, on va dire, ramener la question politique au centre. Oui, vous avez raison. Moi, je travaille beaucoup avec des collectifs comme Tzedek, qui s'est monté il y a pas longtemps. J'ai beaucoup organisé d'événements avec l'UJFP, l'Union des Juifs Français pour la Paix. Des gens qui ont souvent des propos encore plus durs que moi à destination de l'État israélien, qui militent pour justement qu'on sorte de ce terrain religieux et le replacer sur le côté politique, parce que le transférer sur le côté religieux, c'est aussi quelque chose où il y a l'affect des gens qui est touché, où on est sur quelque chose où la déraison l'emporte sur la raison, puisque ça touche à quelque chose d'intime, vos convictions propres et personnelles, qui font que les gens n'arrivent plus à raisonner objectivement sur ce qui se passe, mais raisonnent par leur prisme historique, parce qu'ils ont vécu dans leur histoire familiale, parce qu'il y a un poids très fort en France et en Europe sur ce qui s'est passé avec l'Holocauste, il faut pas le nier. Donc tous ces gens mélangent un peu tout ça, ce qui crée des situations de tension qui amènent après à ce qui est des actes antisémites qui sont absolument scandaleux, qu'il faut condamner et combattre. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question politique et la résolution, elle sera purement politique. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait apaiser ces tensions? Par des prises de position politiques très claires et par arrêter de donner la parole à des gens qui essentialisent ce qui se passe. Aujourd'hui, quand j'entends des gens à la télé venir nous expliquer et rabâcher à longueur de journée que celles et ceux qui se mobilisent pour la paix sont des antisémites, que celles et ceux qui se mobilisent pour un cessez-le-feu détestent les juifs, que celles et ceux qui demandent la fin du génocide veulent la destruction de l'État d'Israël. Personne n'a jamais demandé ça, mais ils créent ce climat-là. Donc il faut qu'il y ait des prises de position très fortes contre ces gens-là, pour dénoncer ces propos-là. Mais on a aussi malheureusement certains responsables macronistes qui jouent avec cette ambiguïté. On a la députée des Français de l'étranger, Caroline Yadan, qui prend des positions qui flirtent avec ça. Et on n'a pas de parole claire de l'État.
Aujourd'hui, ce qui manque, c'est qu'Emmanuel Macron s'engage en venant, en disant oui, aujourd'hui, voilà ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il faut condamner le gouvernement israélien. Il faut prendre des sanctions, remettre tout ça encore une fois, sur le champ politique. Et on n'a pas de parole politique au plus haut niveau de l'État. Elle est absente. Emmanuel Macron ne dit rien ou très peu sur la situation. Il a fallu attendre quasiment 100 jours pour que le président de la République ose la formule du cessez-le-feu, qui n'a pas débouché derrière sur des actes. Mais on manque aujourd'hui de courage politique chez certains responsables qui sont au plus haut niveau de l'État pour dire les mots et poser les mots sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, c'est une question un peu globale que j'aimerais vous poser, mais c'est quoi la gauche? Comment définir la gauche aujourd'hui? On a parlé de Villepin, j'aurais tendance même à dire son propos, il est de gauche. Hollande, on se pose des questions sur le fait qu'il soit de gauche ou pas. C'est quoi la gauche aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle défend aujourd'hui? La gauche, elle défend un projet de rupture, de transformation radicale de la société et de remise en cause du système capitaliste. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas anticapitaliste n'est pas de gauche aujourd'hui. Parce que le fond de notre projet, c'est de remettre en cause les logiques libérales, les logiques ultra-capitalistes qui épuisent les âmes et brisent les vies dans le pays, qui veulent avoir une transition écologique radicale, qui veulent un partage des richesses. Ça, c'est la gauche aujourd'hui. Évidemment, Dominique de Villepin, on peut se retrouver avec lui sur ses prises de position sur la question palestinienne, sur la question ukrainienne, sur le droit international, puisqu'il avait le discours qu'il avait eu sur la guerre en Irak avait marqué, y compris dans le peuple de gauche. Mais c'est un ultra-libéral sur les questions économiques. François Hollande, je suis désolé de le dire, il est aujourd'hui député socialiste et il siège avec le groupe socialiste, mais François Hollande, sa politique, on la connaît. Elle a été menée quand il était président de la République. C'est le crédit impôt compétitivité emploi, des milliards donnés à des entreprises sans contrepartie. C'est lui qui a mis Bernard Cazeneuve Premier ministre, l'homme qui a voulu nous interdire les manifestations. C'est lui qui a nommé Manuel Valls Premier ministre, qui aujourd'hui, lui, reprend les mots du printemps républicain. Donc, être de gauche, c'est pas simplement un slogan, c'est pas quelque chose de romancier. C'est porter une transformation profonde, radicale de la société, se battre contre les inégalités et poser la question du partage des richesses. Mais vraiment, j'insiste, il y a la question anticapitaliste, elle est profondément ancrée dans ce qu'est être aujourd'hui un militant de gauche. Vous êtes député LFI en Seine-Saint-Denis, un département en tout cas qui a créé pas mal de commentaires au fil des années et beaucoup de trucs d'enquête là qu'on voit à la télé les samedis soirs ou les dimanches, notamment parce que il y a une présence large d'une communauté musulmane dans le 9-3. Vous, qu'est-ce que vous observez? Je vous dis ça parce qu'il y a Stéphanie Rosa qui a parlé d'un électorat musulman venant de LFI. Vous caressez un peu les musulmans dans le sens du poil en oubliant les blancs prolétaires. Et vous avez des scores soviétiques dans les quartiers. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que ça fait des années qu'on se bat, pas que dans les quartiers, qu'on se bat pour la vie des gens. Et aujourd'hui, moi, je suis très fier d'être député de Seine-Saint-Denis. Vous l'avez rappelé, les habitants de Seine-Saint-Denis sont montrés du doigt du matin au soir et ils sont responsables de tous les problèmes du pays. Pendant la campagne présidentielle, il n'y avait pas une semaine sans qu'Éric Zemmour explique le problème au Stade de France, l'usine qui est ferme ou le fait qu'il n'y ait pas de médecins ou que les hôpitaux soient pleins, c'était la faute des habitants de Seine-Saint-Denis, singulièrement des étrangers. Oui, c'est un département, historiquement, où il y a un mélange de nationalités, d'immigration qui est très fort. Et c'est aussi un département qui est d'une richesse incroyable, avec un tissu associatif, avec un dynamisme, qui est quelque chose qui fait solidarité et qui fait corps où les gens, vous pouvez vous déplacer dans du porte-à-porte, vous frapper à n'importe quelle porte, quelle que soit la couleur de peau, la religion, l'âge, le métier de la personne, elle va vous ouvrir la porte pour vous inviter à boire le café, pour discuter avec vous. J'ai visité pas plus tard que cette semaine, dans ma circonscription à Noisy-le-Grand, un collège international qui est une pépite où on a des sections de langues étrangères, où c'est les jeunes du département qui viennent là. Donc moi, je m'inscris en faux sur ceux qui disent que nous allons caresser du poil, pour reprendre votre propos, un électorat musulman. D'abord parce que nous, on fait pas de la politique pour cibler un électorat en fonction de sa religion. Et quand je me bats en Seine-Saint-Denis pour qu'il y ait plus de profs à l'école, un enfant de Seine-Saint-Denis, sur l'ensemble de sa scolarité, c'est 1 an de perdu par rapport aux enfants des autres départements français. Quand on se bat pour qu'il y ait plus de profs, qu'il y ait des AESH, qu'à la cantine, ils sont encadrés, qu'il y ait des fournitures scolaires gratuits, on se bat pour tous les habitants de Seine-Saint-Denis. Quand on se bat contre les violences policières, on se bat pour tous les habitants de Seine-Saint-Denis. Parce qu'il est faux de dire que les violences policières, elles touchent qu'une catégorie de la population de Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai des exemples où elles touchent des catégories différentes de population. Quand on se bat pour qu'il y ait plus de services publics, on se bat pour l'ensemble des habitants de Seine-Saint-Denis. Et cette politique, et cette campagne-là, on la décline au travers du territoire national. Et je m'inscris, mais vraiment à rebours de ce qui peut être dit sur les bourgs et les tours, et la France rurale et la France des quartiers, qu'on aurait ciblé une France sur laquelle on a plus de prismes, qui nous fait élire, et on abandonne une partie, c'est pas vrai. Daniel Obono, qui est élu à Paris, a mené une campagne
sur la question des services publics. Elle s'est déplacée à Auxerre, elle s'est déplacée dans plein de territoires dits ruraux, périurbains, pour aller porter la question des services publics. Et puis il y a aussi une reconnaissance, il faut le dire, des habitants de Seine-Saint-Denis, pour des responsables politiques qui n'ont jamais lâché, qui ont toujours tenu bon sur la ligne, y compris quand il y avait des polémiques, y compris quand c'était dur. Quand il y a eu la polémique raciste sur la baya à la rentrée scolaire de Gabriel Attal, nous avons tenu la ligne en disant qu'il fallait arrêter d'utiliser cette polémique-là pour cibler une partie de la population, pour cacher le fait qu'il n'y ait pas de moyens. Où était François Ruffin quand on a parlé de la polémique et de la question de la baya? Où étaient ces gens-là quand il y a eu la mort de Naël tué par un policier et des révoltes urbaines? Où étaient ces gens-là quand il y a du racisme systémique dans la police pour le dénoncer? Où sont ces gens-là pour dénoncer ce qui se passe dans la bande de Gaza? Donc il y a aussi une reconnaissance à destination de responsables politiques qui s'engagent sur des sujets, qui les portent, et quelle que soit la temporalité médiatique, quelles que soient les attaques, ne vont pas abandonner ces gens parce que c'est pas dans l'air du temps, parce que le système médiatique attend qu'on dise autre chose. Non. Moi, quand j'ai une position, je l'assume jusqu'au bout, quelle que soit la polémique en face, quelle que soit la violence des attaques. On doit être là pour protéger les habitants de Seine-Saint-Denis. On est leur porte-voix et on est là pour faire en sorte que ces gens arrêtent d'être stigmatisés en permanence, arrêtent d'être montés du doigt, surtout par des gens qui n'ont jamais mis un pied en Seine-Saint-Denis. Moi, j'invite les gens à venir dans ma circonscription, se balader du matin à 8h à 3h du matin. Vous pouvez vous balader tranquillement où vous voulez, vous n'allez pas être emmerdés. Les gens sont sympas, ça vit, c'est jeune, c'est dynamique, c'est agréable. Très sincèrement, ça suffit, quoi. Je veux dire, d'insulter une population comme celle de Seine-Saint-Denis du matin au soir, c'est à la limite du supportable pour les habitants de ces territoires. Donc vous nous assurez que pour dire bonjour, on n'est pas obligé de dire salam alaikum dans le 9-3? Non, parce que je dis bonjour sans dire salam alaikum. J'ai même entendu des choses horribles. J'avais entendu pendant la campagne présidentielle des responsables d'extrême droite dire que il n'y avait plus un juif en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui ne pouvait plus habiter en sécurité. Moi, dans ma circonscription, j'ai une synagogue, tout se passe bien, il n'y a jamais de problème. Les communautés, elles vivent bien ensemble, tout le monde se mélange. Enfin, je veux dire, non, les fantasmes qui sont ceux des plateaux télé et ceux des émissions du samedi soir où c'est enquête au cœur de la BAC du 93, c'est quelque chose qui est fantasmé et qui n'existe pas sur le territoire. Évidemment que la Seine-Saint-Denis a ses problèmes. Mais quel département français n'a pas de problème? Quel département n'est pas confronté à des difficultés? Tous sont confrontés à des difficultés. Et celui de Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus jeune, le département le plus pauvre aussi de France, souffre de l'abandon de l'État, où les politiques publiques n'ont pas été à la hauteur. Les profs ont été en grève chez moi en Seine-Saint-Denis pendant quasiment 5 à 6 mois l'an dernier. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Vous rentrez dans les établissements scolaires, les chaises sont cassées. Ils n'avaient pas de chauffage. J'ai découvert un collège où il n'y avait jamais eu d'eau chaude. Ça fait 30 ans que le collège était là, il n'y avait pas d'eau chaude, à part à la cantine, et je crois dans les toilettes, et encore je suis pas sûr. Donc on a des situations qui sont dramatiques. Et malgré tout ça, il y a une énorme dignité des habitants de Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai pas de gens qui débordent dans ma permanence pour se plaindre. Très rarement. C'est des gens qui sont à la fois très fiers d'être de Seine-Saint-Denis et qui s'organisent collectivement. Parfois, je tire la sonnette d'alarme en disant c'est pas à vous de vous organiser. Vous n'êtes pas là pour remplacer l'État et les collectivités. Il faut aussi faire attention. Le tissu associatif, il est très important. Il doit perdurer, être renforcé. Mais il y a des choses, l'État peut pas se désengager et dire que c'est les associations qui vont faire. Notamment sans donner les moyens en plus aux associations. Donc moi, encore une fois, j'insiste, je suis fier d'être député de Seine-Saint-Denis. Et tous les récits fantasmés, je les laisse à ceux qui sont sur les plateaux télé, mais qui n'ont pas mis un pied en Seine-Saint-Denis. Quelles sont les revendications? Elles sont d'ordre identitaire ou est-ce qu'elles sont d'ordre de classe finalement, qui transcendent, que ce soit elles sont d'ordre de classe. Traverse le prolétariat. Elles sont d'ordre de classe et elles sont les mêmes que celles des habitants du Lot-et-Garonne où habitent mes parents. En Seine-Saint-Denis, si vous voulez aller avoir un médecin, il faut vous accrocher. Mais si vous allez à Agen, dans le Lot-et-Garonne, pour trouver un médecin, comme à Auxerre, dans Lyon, c'est la même problématique. Quand vous avez des heures d'attente aux urgences à l'hôpital public, c'est la même attente en Seine-Saint-Denis que celle qui est à Nantes, où des gens sont décédés au couloir des urgences parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Les gens qui demandent plus de profs, ils en demandent pas qu'en Seine-Saint-Denis. Dans tous les départements français, on est en souffrance. Donc les revendications, elles sont les mêmes. Moi, j'ai jamais eu de demande ou avoir à prendre position sur des sujets identitaires. Les gens viennent me voir pour des problématiques de vie quotidienne. Et ces problématiques-là, elles trient pas. Hein. Les problématiques, elles vont pas aller taper une porte et dire « Ah, je vais m'attaquer à cette personne et il y aura une problématique parce qu'elle a telle religion. Prendre la porte d'à côté, je vais pas la toucher. » Ceux qui galèrent avec des salaires de merde, qui sont le matin tôt dans le métro et tard le soir parce qu'ils vont nettoyer les bureaux des bourgeois à Paris, ils ont tous des couleurs de peau différentes et tous des religions différentes. Ils habitent en Seine-Saint-Denis, ils sont en difficulté, ils ont des salaires faibles, ils n'arrivent pas à se loger.
C'est les mêmes problématiques que l'ensemble du territoire national. Et elles sont encore moins identitaires que celles des quartiers bourgeois qui, eux, revendiquent l'idée de vivre ensemble et quelque part de faire sécession. Ce que demandent les habitants de Saint-Denis, c'est simplement de vivre dignement. C'est pas d'être protégé du reste de la population ou d'être enfermé dans une bulle. Tandis qu'on peut avoir des quartiers parisiens ou des endroits où il y a un haut niveau de vie où les gens veulent être enclavés, veulent avoir leur bureau de poste, leur hôpital, pas être mélangés au reste de la population. C'est ces gens-là aujourd'hui qui font sécession à la République. C'est pas les habitants de Saint-Denis. Donc vous nous garantissez que l'établissement de la charia n'est pas à l'ordre du jour du programme de NFP? Non, elle est absolument pas à l'ordre du jour. Ok, d'accord, merci. Certains experts disent que la situation actuelle en France laisse le champ à l'Union européenne de prendre les rênes de la France. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Que la France, elle rend déjà des comptes à l'Union européenne et que les réformes structurelles qui sont appliquées, notamment la réforme des retraites, c'est une demande de la Commission européenne. Les programmes d'austérité, le déficit à moins de 3%, c'est des demandes de la Commission européenne. Et justement, ce qu'il faut pas faire, c'est moi je suis pas anti-européen, loin de là, et je me suis jamais mobilisé pour la sortie de l'Europe, je me mobilise pour une autre Europe, une Europe des peuples qui fait des services publics une priorité, pas une Europe de l'argent. Mais c'est un rapport de force. Aujourd'hui, la France est la deuxième économie de l'Union européenne. Elle a la capacité de mener un bras de fer avec l'Union européenne. Si demain on a un gouvernement du nouveau Front populaire et que la Commission européenne vient dire nous on veut la retraite à 66 ans, on dira non. Qu'est-ce que va faire la Commission européenne contre la deuxième économie de l'Union européenne? Il y a un rapport de force qui doit s'instaurer. Il faut avoir le courage de dire que on refusera d'appliquer certains traités qui sont contraires à l'intérêt des peuples. Il faut assumer politiquement de le dire. L'Espagne a fait quand il y a eu la question des prix de l'énergie, elle est sortie du tarif réglementé. C'est un rapport de force politique. Simplement, à gauche, on est traumatisé. Quelque part par l'exemple grec, où il y avait eu une mobilisation massive et qui avait porté un gouvernement de rupture à l'époque avec Varoufakis et Tsipras aux affaires, où finalement Alexis Tsipras avait baissé la tête devant l'Union européenne et derrière c'était ce qu'on avait appelé la Troïka de l'époque qui était venue imposer des réformes structurelles terribles à la Grèce et à son peuple, dont on voit encore aujourd'hui les conséquences, puisque, je t'en donne un exemple, mais si on a beaucoup d'incendies en Grèce et qu'on n'a pas les moyens de les traiter, c'est parce que le budget de l'aviation, et notamment de tout ce qui concerne les pompiers, a été très largement baissé. Donc moi, je crois pas que aujourd'hui il y ait le risque d'une mise sous tutelle de la France par l'Europe. Par contre, il faut un changement de politique et un gouvernement de gauche, parce que ce soit la droite ou la Macronie ou tout ce qui s'apparente à du centre-droit et du libéralisme, applique les politiques de l'Union européenne. Je donne juste un exemple pour pas être trop long, mais pour que les gens comprennent. C'est un peu technique, mais ça s'appelle le fret ferroviaire. Donc c'est prendre des camions qui sont sur la route et mettre sur des trains. En France, on a un opérateur public qui s'appelle Fret SNCF. La Commission européenne a ouvert une enquête contre Fret SNCF parce qu'elle aurait touché de l'argent public et elle considère que c'est une distorsion à la concurrence. Elle a demandé à ce que il y ait 30% des trains qui soient cédés, 500 emplois supprimés. Le ministre de l'époque, Clément Beaune, a accepté de suite. Et il a dit la Commission européenne demande ça, je le fais. L'Allemagne n'a pas fait ça. Il y a eu la même procédure en Allemagne. Les Allemands ont dit non, ça va pas se passer comme ça, on discute. Ça fait 1 an. Il y a toujours pas de décision. La France, là, s'est couchée devant ce qui était une demande de la Commission européenne, alors que le ministre aurait pu dire non, vous n'allez pas décider chez moi quel opérateur public de train je vais avoir et comment j'organise le transport de marchandises. Donc c'est un rapport de force à l'Union européenne qui doit s'opérer. Et encore une fois, il faut un gouvernement du nouveau Front populaire pour mener ce rapport de force.